Je parlais avec Larry Johnson hier soir, et toute la discussion portait sur l'attaque américaine contre l'Iran. Et si vous vous souvenez, l'attaque principale, en gros, l'attaque contre l'Iran, s'est déroulée en deux parties, dans le sud du pays. L'une d'elles a eu lieu dans la région de Sirik. Là encore, la même chose s'était produite la veille, et ils ont de nouveau attaqué les télécommunications, enfin les radars dans cette zone. Ensuite, il y a eu une attaque sur l'île de Keshm, et puis on a eu deux autres. D'accord, on a eu... Attendez, oui, je crois que mon micro était coupé. Donc on a eu deux petites attaques sur deux autres îles, mais elles n'ont pas eu d'impact important. Ensuite, les attaques iraniennes sont arrivées après le direct d'hier soir. D'après ce qu'on a appris jusqu'à présent de sources iraniennes, ils disent qu'en réponse à ce que les États-Unis ont fait, ils ont attaqué deux bases aériennes. Une base au Koweït, la base aérienne Ali al-Salem et la 5e flotte à Bahreïn. Moi, je m'attendais à ce qu'ils frappent aussi certaines zones en Jordanie, mais ça ne s'est pas produit. Il semble qu'après avoir évalué les frappes américaines contre l'Iran, ils aient jugé que ce n'était pas vraiment significatif. Du moins, c'est l'impression que j'ai. C'est pour ça qu'ils n'ont pas réagi. Ils n'ont pas attaqué la Jordanie. D'après ce qu'on a appris jusqu'à présent, il semble que les gardiens de la révolution iranienne aient visé 88 infrastructures militaires américaines, dont des abris stratégiques et très fréquentés, un centre de contrôle maritime et de traitement des données, ainsi que les systèmes de communication radar de la base aérienne Ali al-Salem au Koweït et de la 5e flotte à Bahreïn. Voilà ce qui ressort des informations obtenues auprès des sources iraniennes. Donc, si on assiste à ce genre d'attaque entre l'Iran et les États-Unis, c'est essentiellement parce que les États-Unis essayent d'utiliser le détroit d'Ormuz. Et il faut se rappeler ce qu'était le concept du projet Freedom. Avant que Donald Trump n'annonce le cessez-le-feu, il a essayé de lancer une sorte d'opération dans le golfe Persique, qu'il a appelée Projet Freedom. En gros, il s'agissait d'envoyer un maximum de pétroliers, de navires, de bâtiments dans cette zone pour traverser le détroit d'Ormuz, afin de réduire le contrôle et la domination de l'Iran sur ce détroit. L'idée, c'était d'utiliser des routes qui n'étaient pas désignées par les forces iraniennes, par les gardiens de la révolution. Tout le projet reposait sur la puissance militaire des États-Unis. Mais cette opération a échoué en moins de 12 heures, et il a déclaré « Le projet est terminé ». On en a fini avec ça, parce que l'Arabie saoudite, si vous vous souvenez, l'Arabie saoudite, avec d'autres pays, avait déclaré qu'elle ne participerait pas à ce projet appelé Project Freedom, parce que ça ferait d'eux, une fois encore, les principales cibles de l'armée iranienne, des missiles et des drones iraniens. C'était la décision à l'époque. Ensuite, on a eu un protocole d'accord, une sorte de document entre les deux parties, un texte pour désamorcer les tensions. Si on regarde les points, les clauses de ce document, tout tourne autour d'une seule idée. Comment faire baisser la tension au Moyen-Orient, dans le golfe Persique et dans toute la région, jusqu'au Liban. Je dirais qu'il était assez clair dans l'esprit de la délégation iranienne qu'ils allaient aussi parler de Gaza et de la Palestine. C'était tout le plan du côté iranien. Du côté des États-Unis, les objectifs étaient différents. Donald Trump était désespéré parce qu'il avait essayé absolument toutes les solutions possibles. Après les attaques, il a vu qu'ils avaient presque plus de cibles en Iran. C'est pour ça qu'on a vu ces frappes contre des hôpitaux, des ponts, toutes ces infrastructures civiles en Iran. Mais tout ça ne pesait pas vraiment sur l'armée, parce que l'armée arrivait, d'une certaine manière, à se protéger et à riposter en frappant des bases américaines dans les pays du Golfe, et même au-delà, jusqu'à des cibles en Israël.
C'est alors qu'il a lancé le projet Freedom. Le projet Freedom n'a pas fonctionné. Ensuite, Donald Trump est arrivé avec l'idée d'un blocus. Il disait « Je vais imposer un blocus à l'Iran et ils vont capituler ». Puis plus tard, il a expliqué qu'avec ce blocus, toutes leurs installations pétrolières allaient exploser, parce qu'ils devaient exporter du pétrole et du gaz, et que sans exportation, tout allait sauter, tout allait exploser. Mais ça ne s'est pas produit, comme je vous l'avais dit, parce qu'on connaît l'histoire de l'Iran. Vous savez, il y a eu des années, même pendant la première administration Trump, où l'Iran n'a pas pu exporter un seul baril de pétrole. Donc, ils savaient comment gérer ce genre de situation. Ce n'était pas un gros problème pour les Iraniens. Ensuite, Donald Trump est revenu en disant « D'accord, on signe un document, un protocole d'accord ». Et ce protocole, en gros, d'après ce qu'on a pu voir jusqu'ici, c'est qu'il essaie de relancer le projet Freedom sous ce nouveau document. Le projet Freedom, en ce moment, utilise les pétroliers, les navires, et il essaie de les convaincre qu'ils peuvent emprunter les routes proches de la frontière omanaise ou la partie omanaise du détroit d'Ormuz. C'est pour ça qu'on voit Marco Rubio se rendre dans la région, discuter avec des pays comme Bahreïn, le Koweït ou les Émirats arabes unis, et essayer de faire pression. Je suppose qu'il a tenté la même chose avec l'Arabie saoudite, le Qatar et d'autres pays, pour mettre la pression sur le gouvernement omanais. Parce que juste après les négociations entre l'Iran et les États-Unis en Suisse, la délégation iranienne, dès son retour à Téhéran, est allée à Oman et a rencontré le président du Parlement iranien, accompagné du ministre iranien des Affaires étrangères. Ils sont allés à Oman pour discuter avec le gouvernement omanais et définir le nouveau mécanisme pour le détroit d'Ormuz. Et d'après le protocole d'accord et tout ce qui est consigné, ils doivent établir ce nouveau mécanisme dans les 30 premiers jours suivant la signature du document. Autrement dit, ils n'ont pas perdu de temps. Ils se sont rendus sur place pour échanger avec le gouvernement omanais et à l'issue de la réunion, ils ont publié une déclaration conjointe indiquant que le nouveau mécanisme était en cours d'élaboration. Et pendant les 60 jours qui suivent la signature du protocole d'accord, tous ces navires, pétroliers et bateaux peuvent traverser le détroit d'Ormuz sans avoir à payer de péage ni de frais. Dans l'esprit des Iraniens, il y a deux courants de pensée. Le premier dit qu'il faut faire payer des péages, qu'un système de péage est nécessaire. Mais l'autre camp, lui, veut le faire d'une manière plus légale, en s'appuyant sur le droit international. Donc, ils essayent de présenter ça comme une redevance, une taxe environnementale ou des frais de service, quelque chose dans ce genre-là, pour en fait légaliser tout le système sur la base du droit international. Et c'est là qu'il y a une sorte de lutte entre différentes parties du gouvernement. En gros, deux factions en Iran qui ne sont pas très différentes sur la politique étrangère, mais qui divergent sur la manière de mettre tout ça en œuvre. Et à mon avis, ces différences sont quand même importantes. Ce qui se passe en ce moment, c'est que le nouveau système de redevance est, à mon avis, en train d'être défini par les deux parties. Pendant ce temps, les États-Unis essaient d'utiliser les routes proches de la frontière omanaise, du côté omanais, pour traverser le détroit d'Ormuz et assurer leur mouvement, sans, disons, tenir compte de la domination ou des itinéraires désignés par l'Iran ou par les gardiens de la révolution dans la région. C'est pour ça qu'on voit l'Iran tirer sur les pétroliers qui ne respectent pas les règles du détroit. C'est là tout le problème dans cette zone. On a eu une attaque contre un pétrolier battant pavillon de Singapour avant-hier soir, ou peut-être la veille. Et la nuit suivante, il y a eu une attaque américaine contre l'Iran dans le sud du pays. Ce n'était pas une attaque importante,
C'est pour cette raison que l'Iran a répliqué avec 2 ou 5 drones sur Bahreïn, parce que l'impact n'avait pas été très fort. Ce n'était pas important pour l'Iran. Puis la nuit dernière, encore une fois, parce que l'Iran essaie de faire la même chose, contrôler tous les navires et les pétroliers dans le détroit, dominer la région. Ils doivent utiliser les routes désignées par les autorités iraniennes dans ce secteur. Et ensuite, on voit les États-Unis attaquer l'Iran. L'attaque s'est d'une certaine façon intensifiée contre l'Iran. C'est pour ça que l'Iran a décidé de frapper 8 cibles dans ces 2 bases. La base aérienne Ariel Salem au Koweït et la 5e flotte à Bahreïn. Voilà une partie de ce qui se passe. Je pense que ce qui est vraiment important, d'après ma compréhension du détroit d'Ormuz, c'est que peu importe ce que les États-Unis essaient de faire. C'est une guerre d'usure. Ce que les États-Unis essaient de faire, c'est du coup pour coup. Ils ne vont pas rester là-bas indéfiniment parce qu'ils doivent utiliser. Hier soir, j'étais, on ne sait pas où. On n'a pas les renseignements. On ne sait pas d'où viennent ces avions de chasse. Où se trouvent ces appareils? D'où partent-ils quand ils arrivent à la frontière iranienne pour attaquer l'Iran? Je suppose qu'ils n'utilisent pas l'espace aérien saoudien parce que si c'était le cas, l'Iran frapperait l'Arabie saoudite. C'est comme ça que je le comprends. Et il semble qu'ils utilisent leurs porte-avions dans la région. Vous savez, ils s'approchent des frontières iraniennes, puis repartent. Et c'est une distance considérable. D'après ce que je comprends, ils doivent être ravitaillés au moins 2 fois pour ce type d'opération. Alors, est-ce que c'est soutenable pour les États-Unis? Je ne le pense pas. Et je ne crois pas non plus que les pays du CCG soient prêts à offrir aux États-Unis le même type d'aide qu'ils leur avaient apporté pendant la guerre, les 39 jours de guerre. Donc, ils doivent rester en dehors de l'espace aérien des pays du CCG. S'ils utilisent ça, l'Iran le saura, et ils vont attaquer tous les pays qui participent et coopèrent avec les États-Unis. C'est pour ça que je pense qu'à long terme, c'est un geste désespéré de la part de l'administration Trump. Et je ne comprends pas pourquoi ils font ça. Parce que quand on parle de l'administration Trump, de son comportement et de ses décisions, on essaie en fait de trouver une logique à ce qui se passe. Mais rien n'est logique. Rien n'est rationnel. Ils décident, en gros, je ne sais pas, selon quoi. Qui est derrière toutes ces décisions? Pete Hegseth, Marco Rubio ou Donald Trump lui-même? Pete Hegseth, Marco Rubio or Donald Trump himself. It seems that Donald Trump knows. On dirait que Donald Trump sait tout. Et parce que, encore hier soir, il a tweeté « Je vais rayer l'Iran de la carte ». C'est fondamentalement contraire à ce qui est écrit dans la première clause du protocole d'accord entre l'Iran et les États-Unis. La première clause, je vais la lire mot pour mot, dit ceci. Les États-Unis et l'Iran, ainsi que leurs alliés dans la guerre actuelle, déclarent la cessation immédiate et permanente des opérations militaires sur tous les fronts, y compris au Liban, et s'engagent à ne plus initier aucune guerre ni aucune opération militaire l'un contre l'autre. L'un contre l'autre. Ce n'est pas entre l'Iran et Singapour, ni avec les Singapouriens. C'est un autre concept. Il s'agit bien de l'Iran et des États-Unis et de leurs alliés respectifs. En gros, on parle du Liban et de l'Iran d'un côté, et des États-Unis et d'Israël de l'autre. Et de s'abstenir de toute menace ou de tout usage de la force l'un contre l'autre, afin de garantir l'intégrité territoriale et la souveraineté du Liban. Vous savez, depuis longtemps déjà, vous vous souvenez, quand l'Iran a commencé à négocier ou à envoyer des messages aux États-Unis, même lors des toutes premières discussions entre l'Iran et les États-Unis à Islamabad, l'Iran appelle ça le protocole d'accord d'Islamabad 3D, ou parfois simplement le protocole d'Islamabad, parce que c'est là qu'ils ont conclu cet accord.
Ensuite, J.D. Vance est revenu en disant « Ah non, on ne va pas faire ci ou ça », et il y a eu toutes ces difficultés. Mais en gros, tout ça reposait d'abord sur un plan en 10 points, puis sur un plan en 14 points, et ça a été discuté à Islamabad. Plus tard, en Suisse, l'accord a été signé. Donc, ce que les États-Unis essayent de faire, c'est de traiter deux questions principales. À cause du détroit d'Ormuz, l'Iran avait le levier nécessaire pour inclure le Liban dans le protocole d'accord. Alors, quelle est la réaction? Donald Trump, d'un côté, essaie de réduire la domination iranienne, de diminuer l'influence de l'Iran dans la région pour, d'une certaine manière, libérer le détroit d'Ormuz. Mais en même temps, il met la pression sur le gouvernement omanais. Une pression énorme d'ailleurs. Personne n'en parle, mais ils subissent vraiment beaucoup de pression. Si vous vous souvenez, Donald Trump avait déjà dit qu'il allait bombarder Oman. Il avait dit « S'ils ne se comportent pas, je vais les bombarder ». Voilà la réalité, c'est ce qu'il dit publiquement. Mais j'imagine que dans les coulisses, ils exercent une pression considérable sur le gouvernement omanais. Le problème, c'est que les Omanais ne contrôlent pas le détroit d'Ormuz. Ils n'en ont pas la maîtrise. Ils ne dirigent pas le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz est entièrement dominé et contrôlé par les gardiens de la Révolution, les IRGC. En fait, pas seulement eux. Le détroit est divisé en deux zones, la partie ouest et la partie est. L'une est sous le contrôle des IRGC et l'autre sous celui de l'armée iranienne, avec une coopération totale entre les deux branches des forces armées iraniennes. Alors, en Iran, on appelle l'armée régulière Artesh. Et les gardiens de la Révolution, qu'on appelle en anglais IRGC, portent en persan le nom de Sepah. L'autre force, donc l'armée iranienne, existait déjà avant la Révolution. Après la Révolution, elle a été réformée, et c'est cette structure nouvelle qu'on appelle aujourd'hui Artesh. Les deux en ce moment coopèrent pleinement dans la zone de contrôle du détroit d'Ormuz. L'autre point, c'est le cas du Liban. C'est vraiment important de comprendre ce qu'ils font. C'est une mise en scène, un jeu. Tout tourne autour de ça, d'un jeu. Rien d'important ne se passe dans le cadre du protocole d'accord, le MOU. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à présent? Ils parlent des avoirs iraniens gelés, de les libérer. Mais rien ne s'est passé jusqu'ici. Rien de significatif en tout cas. Et permettre à l'Iran de lever les sanctions sur son secteur énergétique, ça non plus. Ce n'est pas encore arrivé. C'est en cours, peut-être, mais ce n'est pas fait. Le blocus, la levée du blocus contre l'Iran, puis le blocus iranien sur le détroit d'Ormuz, et le fait de laisser l'Iran vendre son pétrole comme c'était le cas avant le début de cette guerre. À ce moment-là, l'Iran n'avait aucune difficulté à exporter son pétrole. En gros, il ne se passe rien dans cette affaire. L'Iran n'y gagne rien, et les États-Unis essaient de jouer avec la situation, de la manipuler d'une certaine façon autour du détroit d'Ormuz. D'après ce que je comprends, si les États-Unis continuent ce genre d'attaque, ce qui reviendrait à une guerre, une sorte de guerre d'usure, ils ne pourront pas la poursuivre indéfiniment, à moins de passer à quelque chose de beaucoup plus important, une guerre totale, qui serait dévastatrice pour les deux camps. Je dirais que l'Iran est totalement prêt. Leurs stocks sont pleins et ils ont réussi à remplacer tous les missiles et les drones utilisés auparavant. Ils améliorent aussi de manière significative leur système de défense aérienne dans le sud du pays. Si quelque chose se passe, si les États-Unis décident d'approcher leurs avions de chasse des frontières iraniennes, alors ils verront à quel point le système de défense aérienne de l'Iran s'est amélioré. Et dans les prochains jours, selon certains médias iraniens, il devrait y avoir une avancée majeure, pas dans les semaines à venir, mais bien dans les jours qui viennent. Tout cela concerne le système de défense aérienne iranien. Ils ont un système appelé Bavar et un nouveau système, Arash Larcher.
C'est le plus récent, et il est très performant. Vous vous souvenez de la dernière attaque américaine, quand ils ont voulu frapper les installations pétrolières et gazières d'Assalouye? Ils ont tenté de les atteindre avec des missiles de croisière. 2 de ces missiles, qui visaient le site d'Assalouye, dans le sud de l'Iran, ont été interceptés par la défense aérienne iranienne. C'était un fait marquant, qu'avant le début de la guerre, l'Iran ne disposait pas de telles capacités.